Payer par carte bancaire ou carte de crédit. Un geste tout naturel pour des millions de personnes qui se basent sur le transfert de données codées et sécurisées. Après avoir inséré la carte, le code secret permet de la déverrouiller. C'est alors que le minuscule microprocesseur commence à échanger des données avec le lecteur de carte et l'ordinateur de la banque. Le principe de ce procédé nommé authentification à deux facteurs est d'ailleurs aussi utilisé dans le domaine de la téléphonie mobile. Deux éléments sont nécessaires pour déverrouiller le téléphone, le code PIN et le portable contenant la carte à puce. En combinaison avec une carte d'identité électronique, il est également possible de déverrouiller un appareil avec une empreinte digitale ou un scanner d'iris, ou encore de permettre l'accès à un bâtiment. Souvent, les virements bancaires requièrent un mot de passe et également un numéro de transaction bancaire qui est envoyé par SMS sur le portable. Ce procédé nécessite donc toujours deux étapes de vérification, indépendantes l'une de l'autre. Nous sommes dans la commune de Rousset, dans le sud de la France. Ici, chez le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics, les experts cherchent à augmenter le niveau de sécurité des cartes à puce et microprocesseurs. Pierre-Yvan Liardet et Johan Damon comptent parmi les plus grands spécialistes au monde en matière de chiffrement des données. Ce domaine de spécialisation, aussi appelé cryptographie, se fonde principalement sur le travail d'équipe, car un seul effort commun permet de trouver les meilleures solutions. L'objectif est toujours de rendre la communication entre expéditeurs et destinataires, que ce soit une personne ou un appareil, illisible pour les autres. Plus le chiffrement est complexe, plus la cryptographie fait l'effet d'une science secrète. C'est comme de travailler sans fin. Et soudain, à un moment donné, il y a une sorte d'eureka. D'un coup, une possibilité se présente, une simple idée que l'on peut mettre en pratique. Mais avant d'arriver à cette simple idée, il a fallu passer par de nombreuses impasses, si l'on peut dire. L'une des variables de ce procédé de chiffrement déjà connu reste secrète. Il s'agit de la clé permettant de le mettre concrètement en application. Par contre, la méthode fondamentale, elle, a été publiée. Ce qui rend la fonction complexe, c'est le fait de faire ça 10 fois. Ça s'appelle Advanced Encryption Standard, soit en français standard de cryptage avancé. Je pense que cette méthode est utilisée dans le monde entier. Aux États-Unis, le standard AES est même agréé pour le chiffrement des documents publics. La salle blanche de STMicroelectronics, lieu de fabrication des cartes à puce qui subiront souvent plusieurs chiffrements au quotidien. Des disques de silicium, aussi appelés wafer, servent de support aux microscopiques circuits intégrés. Ici, le port d'une combinaison protectrice est obligatoire, afin d'empêcher même le plus petit grain de poussière de nuire à la production. Le résultat, de petits chefs-d'œuvre techniques qui sont aussi capables de défier les cryptographes. Par exemple, si vous souhaitez effectuer un paiement dans le bus, un paiement sans contact, vous présentez juste votre carte pendant 200 millisecondes. Pendant ces 200 millisecondes, vous devez échanger des données et faire un calcul cryptographique. Mais il y a une contrainte supplémentaire sur cette carte à puce. Elle n'a pas de batterie. Elle doit donc puiser son énergie d'un champ électromagnétique. À cet effet, une antenne est intégrée dans la carte à puce. Mais cela signifie que la cryptographie ne doit pas consommer trop d'énergie, car sinon, elle ne fonctionnerait pas. Toutes ces limitations sont autant de défis à remporter pour ceux qui développent ces cartes. Le High Security Module est une sorte de serveur hautement sécurisé. Ici a lieu ce qui est peut-être l'étape la plus importante de la fabrication des cartes à puce. L'ordinateur chiffre chaque carte à puce individuellement pour son utilisateur futur. Le niveau de sécurité est déjà extrêmement élevé. Cependant, les experts ont réussi à rendre encore plus difficile un éventuel mésusage du module. Pour cela, un identifiant provisoire est déjà programmé au préalable sur les cartes à puce vierges. Le module HSM ne peut requérir cet identifiant qu'une seule fois avant d'écrire sur la carte à puce. Sinon, il pourrait toujours utiliser sa clé générale pour accéder plus tard aux cartes à puce qui ont été déjà individualisées. Des clones de cartes pourraient être alors fabriqués et utilisés à des fins criminelles. Je vois que quand tu fais Enter, ça marche.
Bien que leur chiffrement soit considéré comme sécurisé, les cryptographes doivent leur chercher continuellement d'éventuels points faibles. On appelle cela hacking éthique. Voilà comment Johan Damon et ses collègues arrivent toujours à avoir une longueur d'avance sur les cybercriminels. Nous envoyons les puces à Pierre-Yvan qui tente alors de les attaquer. Souvent, il trouve quelque chose. C'est du vrai travail d'équipe. Nous poussons à la roue ensemble. Je tente une attaque, j'y arrive. Je rencontre au designer et de nouveau je tente une autre attaque. Soumets les résultats au designer et ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous ayons quelque chose pouvant résister à tout ce que nous connaissons. Cybercriminalité et vol de données sont sortis du domaine de l'abstrait depuis longtemps. Chaque année, la fraude à la carte bancaire cause des pertes s'élevant à 1,5 milliard d'euros, rien qu'au sein de l'Union européenne. En prime, notre quotidien devient encore plus connecté et nous dépendons de plus en plus de la communication électronique. Tant que ces procédés fonctionnent avec un chiffrement sécurisé, nous sommes à l'abri des attaques de hackers et savons que seules des personnes de confiance peuvent lire et utiliser nos données.